Au sommaire de ce journal, développement sous-régional, lancement du projet d'aménagement des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest. Rencontre d'affaires, les petites et moyennes entreprises ivoiriennes et les entrepreneurs d'Europe Africa Link se concertent pour plus de partenariats. À Yamoussoukro, les organes de la deuxième législature du Sénat de Côte d'Ivoire ont été mis en place à l'issue d'une séance plénière organisée en présence de la présidente Kandia Camara. Et puis à Tanda, nous parlerons du festival de l'Adaye Kessé qui a été célébré par le peuple bron du Ghana et de la Côte d'Ivoire autour de leur roi, Sa Majesté Nana Adingra Kwasi. Mesdames, Messieurs, toujours un réel plaisir de vous dévoiler l'actualité sur Business 24 Africa. Aujourd'hui, nous débutons avec la CGEC Academy. À la veille de cette grande messe de l'économie africaine, une équipe de Business 24 s'est rendue sur le terrain pour s'imprégner des dernières installations. Techniciens, régisseurs, responsables de vente de stands des exposants, tous sont à pied d'œuvre. Et la cérémonie d'ouverture sera présidée par le vice-président ivoirien Tiemoko Meile Kone. Ce sont plus de 1000 CEO et 400 délégations internationales qui sont attendues à ce rendez-vous économique. Le point avec Laïdia Kité. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes ici au Sofitel Ivoire, l'hôtel qui va abriter les 2 jours du forum CGEC Academy. CGEC Academy qui est à sa 11e édition. Nous sommes là pour vous faire le point des préparatifs. Derrière moi, comme vous pouvez constater déjà, les installations sont en cours. Occupé donc à ce stade, nous sommes en train d'accueillir les sponsors, les exposants, afin qu'ils puissent déjà prendre possession de leur stand, faire l'aménagement, les brandings et autres. Donc il y a quelques-uns qui sont déjà là, qui ont déjà commencé à aménager leur stand. D'ici cet après-midi, tout sera terminé et voilà, nous pourrons tranquillement les accueillir demain. À vous dire, comme souvent, Georges Monboy sera là avec une nouvelle chorégraphie, avec un nouveau design de lumière. Nous aurons l'occasion d'avoir un orchestre philharmonique qui va intégrer des instruments africains, balafon, kora, etc. Et ce sera un mélange intéressant de compositions philharmoniques avec des instruments traditionnels qui vont interpréter aussi des grands tubes africains. On nous annonce la présence de environ 1000 CEO et même plus de 400 membres de la délégation internationale. Et il faut noter aussi que cette 11e édition du forum CGEC Academy va enregistrer la présence de plusieurs hautes personnalités. Intéressons-nous au développement sous-régional. Une mission de plaidoyer du projet d'aménagement des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest s'est tenue ce 25 octobre 2023 à Abidjan. Après 4 années de mise en œuvre, l'heure est à la recherche de financement de ce projet d'envergure couvrant le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo ainsi que le Ghana. Walter Kofi et Ezekiel Siri sont les mieux placés pour nous en parler. Donateurs, investisseurs, secteur privé, tous étaient réunis pour prendre part à la présentation du plan directeur du programme d'aménagement des corridors de l'anneau de croissance de l'Afrique de l'Ouest, dénommé Cacao. Objectif, les inciter à prendre part au financement de ce programme d'envergure portant sur le développement économique des infrastructures de 5 pays ouest-africains, dont le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Un projet pensé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. Donc le projet comporte plusieurs volets, il y a plusieurs domaines. Il y a donc les routes, bien évidemment, des corridors routiers. Donc il y a également donc des projets qui touchent sur le secteur donc de l'agriculture, le secteur du commerce, donc qui touchent l'énergie, qui touchent les mines. Et donc c'est l'ensemble de ces projets hautement prioritaires
qui ont déjà d'abord été soumis à une première table ronde des partenaires techniques et financiers pour lesquels nous avons déjà mobilisé des intentions de financement de plus de 1400 milliards de francs CFA. On travaille ensemble non seulement en Côte d'Ivoire, mais également pour le développement sous-régional. Nous contribuons à cet effet. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, invite les partenaires à s'impliquer et entend créer des conditions afin que les promesses d'investissement aboutissent. Déjà, c'est un projet qui cadre bien avec les priorités de développement de la Côte d'Ivoire. Les infrastructures sont au cœur de manière stratégique pour pouvoir réussir les objectifs de développement. Et à ce titre, le gouvernement ivoirien a soutenu la mise en œuvre, disons l'élaboration, la conception et la mise en œuvre de ce projet. Et nous attendons vraiment, j'allais dire, beaucoup de ce projet dans la mesure où les infrastructures en termes de connexion et d'intégration régionale. Notons que dans la perspective d'appuyer les États membres de l'UEMOA pour le développement des fonds en vue du financement des projets dans les 5 pays concernés, la commission de l'UEMOA envisage d'organiser une autre table ronde des partenaires techniques et financiers et le secteur privé prévue pour février 2024. Nous ouvrons à présent un chapitre consacré à la formation. Le Centre international des affaires en abrégé SIDAF a récemment initié une cérémonie de remise de certificats de fin de formation à une vingtaine d'auditeurs. Une formation de 3 mois au cours de laquelle le SIDAF a instruit les participants sur les modules liés à la comptabilité et à la fiscalité. Une formation théorique mais aussi pratique de manière intense sanctionnée par la remise de parchemins aux auditeurs. Pierre Tebeu et Ezekiel Siri pour le compte rendu. Ils sont étudiants titulaires du BTS, de la licence et du master et professionnels venus des entreprises privées. Une vingtaine d'auditeurs tous issus de la 12e et 13e promotion du Centre international des affaires SIDAF. Durant 3 mois, ils ont suivi des formations théoriques et pratiques en comptabilité et en fiscalité. Un moment de renforcement de capacité dans ces notions. Ces derniers ont bénéficié de cette formation dont l'objectif était de les outiller sur la tenue de la comptabilité dans les postes comptables à l'effet de maîtriser les méthodes, les procédures et les schémas comptables. Un ensemble de savoirs désormais acquis dont peuvent se réjouir les auditeurs. J'ai fait la formation plus en tant que pour plutôt recycler mes acquis en fiscalité. Tout le temps, c'est vraiment une matière qui est toujours changeante. Donc, puis c'est les compréhensions des textes. Voilà, donc c'était un peu à ce niveau-là. Je sais que j'ai appris beaucoup. À l'école, on fait de la théorie. Ici, j'ai fait de la pratique. J'étais pas prêt. Au départ, je n'étais pas prêt. Maintenant, j'ai confiance en moi. Grâce au cabinet SIDAF, j'ai confiance en moi. Une formation bien encadrée par les responsables du SIDAF qui étaient d'inculquer des notions fiscales et comptables. Nous les suivons au-delà du temps qui nous est imparti à les suivre ici. Nous les suivons là où ils vont. Ils nous appellent, soit ils m'appellent, soit ils appellent mon comptable, que nous sommes bloqués dans telle difficulté, nous les débloquons et ils sont à vie, nos étudiants. À tout moment, à tout instant, ils peuvent venir nous consulter, nous pouvons rendre ce service. Nous avons aussi le logiciel CEJ, que nous utilisons en tant que comptable pour la comptabilisation ou pour ne pas dire la saisie des opérations comptables. Nous avons les impôts aujourd'hui. Il faut savoir déterminer dans la détermination des impôts, que ce soit les impôts sur le chiffre d'affaires, que ce soit aussi les impôts sur les moyens de production aussi. La cérémonie s'est achevée par la remise des certificats de participation aux différents récipiendaires. Les auditeurs de la 14e promotion sont en cours d'enregistrement. Cette formation a été organisée par le Centre international des affaires en abrégé SIDAF. Une délégation d'entrepreneurs européens était en concertation avec des entreprises ivoiriennes. Une rencontre d'affaires organisée par la communauté des entrepreneurs d'Afrique, de Méditerranée et d'Europe Africa Link en vue de créer des partenariats et renforcer la coopération Nord-Sud. C'était ce mardi 24 octobre 2023 à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire.
Walter Kofi et Marie Siri nous en parlent. C'est à tour de rôle que chacun de ces chefs et représentants d'entreprises ivoiriennes ont pu s'entretenir avec leurs homologues venus de la France. Elles étaient en moyenne une centaine de PME issues de divers secteurs d'activité, dont celui des énergies renouvelables et de l'agro-industrie, qui ont eu l'occasion de partager leur savoir-faire avec ces entreprises européennes. Une rencontre d'affaires qui s'est tenue avec les membres de la communauté des entrepreneurs d'Afrique, Méditerranée et d'Europe, dénommée Africa-Link. Africa-Link compte aujourd'hui 200 entrepreneurs, bien évidemment entrepreneurs femmes et hommes. Parmi les 200 entrepreneurs, il y a aujourd'hui 90 entrepreneurs africains qui sont dans 12 pays. Et la délégation qui est aujourd'hui menée à Abidjan est constituée principalement d'entrepreneurs français. L'objectif général d'Africa-Link, c'est bien évidemment de faciliter la démarche économique pour que des entrepreneurs africains et européens puissent tisser des relations économiques rapidement. La communauté Africa-Link s'est dotée d'entrepreneurs européens et aussi africains. Cette rencontre est pour ce réseau une occasion de créer les conditions pour une relation de confiance et se mettre à jour sur les opportunités qu'offrent les deux parties du globe en termes de potentialité. Aujourd'hui, le réseau Africa-Link, nous avons décidé d'avoir une délégation d'un peu plus de 20 entreprises qui viendraient de Marseille et du sud de la France, donc Côte d'Azur, Aix, etc., vers la Côte d'Ivoire, sachant que nous avons un grand nombre de secteurs en pleine évolution et un grand nombre d'activités qui nécessiteraient des partenariats avec des entreprises internationales. Cette initiative s'est faite avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, dont les efforts fournis pour soutenir les PME ivoiriennes ont été salués. Et je pense que c'est une très belle initiative. La Chambre de commerce vraiment aide les PME pour une bonne évolution. Notons que Africa-Link, c'est près de 200 membres. L'organisation a pour objet le développement d'une communauté d'entrepreneurs européens et africains ayant la volonté de dynamiser les courants d'affaires sur l'axe Euro-Méditerranée-Afrique. Et nous poursuivons ce chapitre dédié à la formation, cette fois dans le domaine de l'environnement. Le Global Green Growth Institute, une organisation internationale qui vise à promouvoir la croissance verte, un paradigme de croissance caractérisé par un équilibre entre la croissance économique et environnementale. L'organisation fait également de la recherche et encourage l'engagement pour la croissance verte, notamment dans les pays en voie de développement. Afin de permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier de fonds mis à la disposition des pays membres, un atelier de renforcement de capacité a été initié. J'écoute Silva Augustin Kra dans un commentaire de Philippe Zabo. 100 milliards de fonds disponibles pour le financement des activités liées au changement climatique. Mais comment bénéficier de ces fonds? C'est la véritable préoccupation du Global Green Growth Institute. L'atelier avait pour objectif de permettre aux acteurs des ministères des eaux et forêts et ceux du développement durable, mais aussi des points focaux des financements, de maîtriser les différents outils pour permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier de ces fonds. L'essence du GGI est vraiment l'accompagnement à la transition bas carbone des pays à travers la mise à disposition d'outils de mobilisation de ressources. Oui, c'est une problématique qui est très importante pour la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, depuis 2009, depuis Copenhague, on parle de fonds vers le climat, on parle de 100 milliards de dollars pour mettre ce fonds en marche. Et depuis lors, en tout cas, aucun pays africain, et la Côte d'Ivoire particulièrement, n'a accès à la finance climatique. Lors de cet atelier, la présence des points focaux pour mieux expliquer les critères pour bénéficier des fonds climat. Je suis là en tant que représentant du FEM, du Fonds pour l'environnement mondial, ou le GEF, Global Environment Facility, qui est un fonds global qui s'occupe de la finance verte et de la finance climatique. C'est un fonds qui a été mis à disposition des pays en voie de développement dans le cadre des négociations sur les changements climatiques. C'est la région qui porte aujourd'hui le premier plan climat territorial au niveau des collectivités territoriales. C'est aussi le fruit de l'engagement de cette région, la région du Bélier, dans la transition écologique. Parce que c'est une région qui a été l'une des grandes victimes
du changement climatique. Vous savez que notre région, c'était l'ancienne boucle du cacao. Et cette transition en allant vers l'ouest de nos producteurs, c'est l'effet aussi des changements climatiques. Notons que Global Green Growth Institute est une organisation internationale fondée sur un traité dont le siège est à Séoul, en Corée du Sud. Selon sa déclaration de mission, le GGGI est dédié à l'expérimentation et à la diffusion de nouveaux modèles de croissance économique dans les pays en développement, nommé la croissance verte. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage vient d'entamer ce mercredi 25 octobre 2023 au CIDFOR le processus de réforme des examens et concours de la formation professionnelle. L'atelier de validation lancé par le ministre Nguessan Kofi va donc permettre de discuter des bonnes méthodes en matière d'évaluation, de certification, mais aussi de la durée des sessions des examens. Une fois validée, cette réforme va ainsi permettre de mettre en place un nouveau système d'évaluation axé sur la compétence des candidats et réduire par la même occasion le coût des examens et concours. Konina Nourgo et Tima Traoré. C'est le dernier virage amorcé par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour se doter d'un nouveau système d'évaluation et de certification. Cet atelier ouvert ce mercredi 25 octobre au CIDFOR va permettre de discuter en profondeur la réforme des examens et concours de la formation professionnelle. En organisant l'atelier de la réforme du dispositif général d'évaluation des examens et concours, nous ne faisons que renchérir l'idée selon laquelle toute formation ne s'apprécie ou ne se mesure qu'à l'aune des systèmes d'évaluation ultra sélectifs. Mesdames et messieurs, depuis des mois, l'inspection générale, cheville ouvrière de ce projet de réforme, les formateurs, les syndicats, ainsi que les représentants du monde de l'entreprise et les acteurs intervenant dans l'organisation des examens et concours ont travaillé sur le processus de l'organisation des examens et concours, allant du passage en revue des textes existants, de la conception et du choix des sujets, en passant par l'analyse du nombre des épreuves proposées, des volumes horaires consacrés, des coefficients affectés, des acteurs, à l'élaboration des documents afférents aux activités et au déroulement des épreuves. Durant 3 jours, les enseignants et formateurs, les syndicats et représentants du patronat ivoirien vont débattre des bonnes méthodes en matière d'évaluation, de certification, mais aussi la durée des sessions des examens. Une réforme qui va permettre de se tourner vers l'approche par compétence au détriment de la théorie. Alors les avantages sont extrêmement importants parce que vous prenez un jeune qui vient apprendre la maçonnerie. La théorie en maçonnerie, c'est quoi? On veut le voir au pied du mur, comme vous dites, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Donc on veut le voir en train de construire un mur, en train de construire une maison, quelque chose de pratique. On veut prendre un jeune qui fait la cordonnerie, on va le voir en train de fabriquer une chaussure, en train de fabriquer une ceinture. Mais c'est des choses pratiques sur lesquelles on va juger les jeunes sur plusieurs jours. Ouvert ce mercredi 25, cet atelier de validation de réforme des examens et concours de la formation professionnelle prendra fin le 27 octobre 2023. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a également initié un atelier sur le lancement et l'élaboration de cadres opérationnels de valorisation et l'apprentissage traditionnel et informel. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du PNA 2023. Il s'agit de sauver les élèves de l'école de la deuxième chance E2C. Pierre Tebeu et Nicolas Angwa. Il sera institué en Côte d'Ivoire dans les prochaines années un certificat de qualification au métier CQM qui est un certificat de fin de formation pour les apprentis artisans. Le secteur de l'artisanat contribue à hauteur de 15% au PIB ivoirien et ce secteur entend porter sa contribution au produit intérieur brut à 18,50%. Il sera donc institué un examen avec à la clé un CQM, certificat de qualification au métier. Celui-ci vise à vulgariser l'ensemble des opportunités des métiers existants ou à créer les potentialités de formation inhérentes à ces métiers. Cet atelier, initié par le ministère de l'Enseignement technique,
de la formation professionnelle et de l'apprentissage veut donner la chance aux élèves de l'école de la deuxième chance. Le cadre opérationnel, les outils de mise en œuvre et les textes réglementaires sont actuellement passés en revue par les participants à cet atelier. Vous savez qu'il y a eu un décret que le gouvernement a adopté récemment, le décret portant sur la valorisation des acquis et de l'expérience. Et ceux qui aiment là rentrent dans ce cadre-là. Il y a un apprentissage traditionnel qui se fait auprès des tailleurs, des coiffeurs, des stylistes et tout ceci. Mais tout cela n'est pas reconnu, tout cela ne permet pas à un artisan à en faire une formation de pouvoir présenter ces documents et de pouvoir se faire recruter dans une entreprise, de se faire recruter quelque part. Ceux qui vont avoir leurs compétences reconnues à travers un CQM vont pouvoir justement prouver une compétence vis-à-vis du monde professionnel. Donc ça va leur ouvrir des débouchés professionnels. Ils vont pouvoir même faire de la formation continue parce qu'ils auront un diplôme et ils pourront aller se former tout au long de leur vie pour accroître leurs compétences. Et ceux qui vont disposer de ce parchemin, nos artisans, imaginez, vont pouvoir maintenant être reconnus et compétir sur les appels d'offres. La phase expérimentale de ce projet a permis de former 6000 apprentis dans 42 établissements de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Cet atelier de lancement et d'élaboration du PNA 2023-2024 entre tous les acteurs impliqués dans le système de l'école de la deuxième chance s'achève le samedi 28 octobre 2023. Il se tient du 25 au 27 octobre 2023 à Abidjan un séminaire de formation et de renforcement de capacité des agents de police maritime. C'est une formation qui a pour objectif d'enseigner aux agents de suivi, contrôle et surveillance des pêches le régime juridique des espaces et les sensibiliser sur les actions du gouvernement pour une gestion durable des ressources halieutiques. Molédir Nascimento et Marussi Siri. 30 agents de suivi, contrôle et surveillance des pêches sont en formation à la direction de la pêche à Abidjan. 3 jours durant, ils vont faire une pleine immersion dans la législation, notamment le régime juridique des espaces maritimes tel que régi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ces vaillants protecteurs des ressources animales et halieutiques seront sensibilisés sur les actions gouvernementales pour une gestion durable des pêches à travers les réglementations nationales et internationales en vigueur et enfin seront renforcés en capacité en matière de suivi, contrôle et la surveillance des pêches. À l'ouverture de ce séminaire, le directeur de cabinet du ministère des Ressources animales et halieutiques a invité les séminaristes à maîtriser les tests fondamentaux régissant leur travail. Il a par ailleurs demandé aux agents d'accompagner les acteurs de la filière pêche pour assurer une autosuffisance en produits halieutiques. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles réglementations, nous avons de nouveaux tests qui régulent la pêche. Nous voulons porter ces informations-là à nos agents afin qu'ils puissent les appliquer sur le terrain et faire de telle sorte que nous puissions bannir la pêche INN qui est la pêche non réglementée et illicite surtout. Et donc ces types d'ateliers sont très importants pour nous pour la mise à niveau de nos agents. Surtout que nous voulons préserver nos ressources. Et comme vous le savez, nos eaux commencent à manquer de ressources parce qu'on n'a pas appliqué certaines règles. Il y a des périodes de pêche, il y a des périodes de repos, il y a des types de matériel qu'il faut utiliser pour la pêche, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui doivent être connues de nos agents et qui puissent surveiller les plans d'eau en application de ces différents tests. Il faut souligner que ce séminaire s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration du suivi, contrôle et surveillance des pêches. Plusieurs agents de toutes les directions régionales du ministère des Ressources animales et halieutiques y ont répondu présents. L'exécutive master en gouvernance et administration du sport a été lancé ce mardi 24 octobre à la maison de l'entreprise à Abidjan Plateau en présence de plusieurs acteurs du monde sportif ivoirien.
issus du Centre d'excellence régional en gouvernance et économie du sport. Cette formation s'est ouverte à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et a pour ambition de contribuer à la professionnalisation du sport dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Walter Kofi et Marie Sussiri pour plus de précisions. Former des cadres opérationnels dans le management des fédérations et des clubs sportifs, c'est la mission que s'est donnée le CGS en ouvrant ses formations en Côte d'Ivoire. Le Centre d'excellence régional en gouvernance et économie du sport a fait ses premiers pas en direction des étudiants de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny en leur proposant son exclusif master en gouvernance et administration du sport. Objectif professionnaliser le milieu sportif ivoirien et africain. Nous avons eu donc l'opportunité donc de couvrir un besoin en Côte d'Ivoire qui est le besoin de formation dans le domaine du sport qui n'existait pas parce qu'on avait des athlètes et après il y avait la rupture entre les athlètes et les gestionnaires. Et cela, c'est pour couvrir ce vide-là que nous avons initié cette formation. Et comme ils sont les experts au niveau de la France qui ont fait leurs preuves, on les a sollicités donc pour nous accompagner dans la mise en œuvre donc de ces deux masters qui vont couvrir donc le besoin en formation dans le domaine du sport en Côte d'Ivoire. La formation entend toucher plusieurs autres domaines, notamment le droit du sport, le management de projets sportifs, le marketing digital et la médiation du sport en général. Des modules qui ne se limiteront pas à l'INPHB. Voilà, donc on a constaté que tous ceux qui sont dans le domaine du sport dans la sous-région et précisément en Côte d'Ivoire n'ont pas des formations adéquates pour pouvoir obtenir ou bien aboutir à la fin de leur mission. Je vous l'ai dit, on a besoin des politiques de votre pays, je l'ai dit monsieur le secrétaire général, on a besoin des présidents de fédération. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB, à l'implémentation du système de gestion économique sportive, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, par cette action, renforce ainsi sa stratégie d'appui à l'implémentation du système de gestion économique et sportive. L'organisation rassure la jeunesse ivoirienne et se tient aux côtés du gouvernement dans sa politique de développement du milieu sportif. Tout autre chose à présent, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a organisé un atelier dans la commune de Grand-Bassam. Objet de l'atelier, validation du rapport d'études relative au développement d'une fiscalité incitative de promotion des droits des enfants auprès des entreprises de Côte d'Ivoire. Cette initiative vise à lutter contre les violences, abus et exploitation des enfants. Juliana Konaté. L'éducation, la protection et la sécurité des enfants afin de leur offrir un développement sain. C'est l'objectif que vise le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique à travers cet atelier de validation du rapport d'études pour le développement d'une fiscalité en faveur des enfants. Un défi social que le ministère envisage relever avec l'implication massive des organisations sociétales afin de lutter contre la traite des personnes, des femmes et en particulier les enfants et surtout promouvoir leurs droits. Qui parle d'économie parle également des questions d'ordre social. Alors, nous avons estimé qu'il est normal que ce secteur-là, également le secteur privé, prennent en compte dans leurs activités, dans leur business, les droits des enfants, qui sont aujourd'hui un élément fondamental dans la nouvelle conception, dans la nouvelle vision d'une vie agréable pour tout le monde. Cet atelier s'est déroulé en présence des agents du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui saluent l'initiative. Avec l'appui de la Direction générale des impôts, des actions sont aussi menées de façon stratégique. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est partie prenante à cet atelier en raison de la thématique même qui est abordée, puisque c'est comment amener les entreprises à investir dans la protection des droits de l'enfant. Il y a des mécanismes qui sont prévus
qui vise à octroyer des faveurs à l'endroit des entreprises qui sont implantées sur le territoire national et qui sont orientées vers le recrutement, qui œuvrent en faveur de l'épanouissement des jeunes, du recrutement des jeunes. Cet atelier de validation du rapport d'études pour le développement d'une fiscalité en faveur des enfants avec la collaboration de l'UNICEF est un engagement pris par la Côte d'Ivoire en 1991 lors de la Convention des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Les organes de la deuxième législature du Sénat ont été mis en place à l'issue d'une séance plénière organisée en présence de la présidente Kandia Camara. Le bureau du Sénat, qui est composé entre autres de la présidente, de 6 vice-présidents et de 8 secrétaires, est l'organe ayant le pouvoir de présider aux délibérations de la Chambre haute, d'organiser et d'assurer la direction de tous les services. Charles Kouakou dans un commentaire de Pierre Tebeu. Après son élection à la tête du Sénat le jeudi 12 octobre dernier, la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Camara, a présidé la première séance plénière de la Chambre haute du Parlement de la deuxième législature le mardi 24 octobre 2023 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Cette rencontre avait pour objectif la mise en place des organes de l'institution, à savoir l'approbation de la liste des membres du bureau définitif du Sénat et la ratification de la liste des candidats aux commissions permanentes. À cette séance, la présidente de l'institution a informé qu'un seul groupe parlementaire a été formé, le RHDP, avec 90 membres, dont un sénateur administrativement rattaché. Le président du groupe parlementaire RHDP est donc le sénateur Traoré Bamoudieng. Le PDCI RDA n'a pas pu former de groupe en raison du nombre insuffisant de membres car, selon les règlements, un groupe parlementaire doit compter au moins 8 membres. Or, le PDCI RDA n'en compte que 6. Au titre du bureau du Sénat, ce sont 6 vice-présidents, 2 questeurs et 6 secrétaires sur les 8 prévus qui ont été désignés. Les 2 secrétaires de bureau restants seront désignés parmi les sénateurs du PDCI RDA. Au titre des commissions permanentes, les sénateurs ont ratifié les listes des membres de chacun des 6 groupes de travail permanent que compte le Sénat. Nous venons de procéder à la mise en place des organes du Sénat conformément au règlement de notre institution. Et donc nous avons mis en place le bureau du Sénat qui comporte normalement 17 membres, mais nous venons d'installer 15 membres en attendant l'entrée du PDCI RDA. Et ensuite, nous avons mis en place les 6 commissions permanentes. La présidente a souligné que le Sénat était prêt à reprendre les travaux. Le nouveau calendrier du Sénat sera connu le jeudi 26 octobre après les travaux. On prend la direction de la région du Gontougo, précisément la cité princière de Tanda, dans le département de Bandoukou, pour parler de culture. Les peuples brons du Ghana et de la Côte d'Ivoire, autour de leur roi, Sa Majesté Nonan Kwasi Adengra, roi des Brons, ont communié à l'unisson autour de leurs valeurs fondamentales qui est leur culture et leur tradition. C'était en présence des ministres des Affaires étrangères et de l'Agriculture et du Développement rural. Anissé Kouadio. Stade de Tabagne, grande finale du tournoi de la cohésion. Doté du trophée de Sa Majesté Nanan Kwasi Adjumane, roi des Brons, qui oppose le village de Tonkessé en jaune à celui de Tiejo en orange. Au thème des matchs âprement disputés, c'est le village de Tiejo qui réussit à soulever Dame Coupe au tir au but en disposant de Tonkessé. En marge de ce tournoi de la cohésion, la Fondation Adaye Kessié et l'ensemble de ses partenaires se sont retrouvés sous les yeux du ministre d'État Kobenan Kwasi Adjumane et du ministre-gouverneur du district autonome du Zonzon et bien d'autres personnalités à la place du monument aux morts pour rendre un vibrant hommage aux soldats brons qui sont tombés pour l'honneur de la France lors de la Deuxième Guerre mondiale. Vos soldats qui sont tombés pour la France et pour libérer le monde. Vous adressez
tout le plaisir et l'honneur que nous avons ici d'être présents. Tous les parents qui ont joué le combat pour la France libre, nous rappelons de ces vaillants bronzes qui ont accompagné la France pour ce combat. Cette série d'activités ont conduit l'ensemble des populations à Tabagne pour la célébration de la 8e édition du Festival de la Daye-Kessié, la fête du roi. Autour du thème « Transmission intergénérationnelle de nos us et coutumes », qui a vu la participation du ministre des Affaires étrangères, qui avait à ses côtés le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani et bien d'autres personnalités qui ont pu savourer la parade des chefs pour mettre en valeur la tradition et la culture des Brons de Côte d'Ivoire et du Ghana. Le commissariat général pour la survie des us et coutumes blancs sort d'un développement harmonieux de toute la région du Congo et au-delà du royaume tout entier. Merci donc de donner vie à notre tradition et félicitations pour la bonne tenue de notre Daye-Kessié. Mon département ministériel, de par son caractère transversal et ses attributions, se sent concerné par la Daye-Kessié et est disposé à contribuer à la promotion de ce festival. Le Festival de la Daye-Kessié, initiative de la Fondation Daye-Kessié, se veut une ouverture sur le monde, d'où la participation cette année de plusieurs délégations venues de la France, des États-Unis et également de l'Afrique du Sud. En image à présent, le CNPB, entendez, Conseil national du patronat burkinabé, a un nouveau président. Idrissa Nassa, président du groupe Coris, a été élu ce mardi 24 octobre 2023 à la tête du CNPB. Il a été élu par 70% du corps électoral de l'organisation et prend le relais de Apollinaire Compaoré. Il aura la grande responsabilité de porter la voix et de défendre les intérêts du secteur privé local dans un contexte politique et économique difficile. Toujours en image, le Maroc va consacrer près de 25 milliards de dirhams, soit 2,4 milliards de dollars, à la mise en œuvre du programme d'aide sociale directe afin d'améliorer les conditions de vie d'un plus grand nombre de familles dans le royaume. Ce programme s'inscrit dans le cadre du projet de loi de finances pour l'exercice 2024 et vise à réduire les inégalités territoriales et à assurer un revenu régulier aux familles vivant avec de faibles revenus d'activité. C'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.